L'email de ma femme infidèle, 1 an après notre rupture, a tout changé. Histoire de trahison sur Reddit. Je pensais que surprendre ma femme en train de me tromper était la pire chose qui pouvait arriver à notre mariage de 21 ans. J'avais tort. L'email qu'elle m'a envoyé 1 an après notre divorce a révélé une trahison si dévastatrice qu'elle m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la femme avec qui j'avais partagé ma vie. Je m'appelle Neil Whitman. J'ai 52 ans et, jusqu'à il y a 3 ans, je pensais avoir tout compris à la vie. J'avais bâti Whitman Industrial Supply à partir de rien pour en faire une entreprise de plusieurs millions de dollars, distribuant de la machinerie lourde et des équipements à des usines de fabrication à travers le Midwest. 26 années de journées de 16 heures, de dîners manqués et d'appels téléphoniques le week-end avaient porté leurs fruits. L'entreprise était florissante. Mes 2 enfants, Samuel et Sierra, étaient de bons élèves, et ma femme, Monica, semblait satisfaite de notre vie confortable dans la banlieue de Chicago. Ce mardi soir d'octobre a commencé comme n'importe quel autre. Je venais de conclure un accord avec une aciérie à Gary, dans l'Indiana. Un contrat d'une valeur de près d'1 demi-million de dollars. Je me sentais bien, prévoyant d'emmener Monica dîner dans un bon restaurant pour fêter ça. Peut-être pour raviver une partie de cette flamme que nous avions perdue quelque part en chemin. Je suis arrivé dans notre allée vers 19h30, plus tard que d'habitude, mais ce n'était pas rare pour moi. La maison était silencieuse quand je suis entré, ce qui m'a paru étrange. D'habitude, Monica avait la télé allumée dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner, où j'entendais Sierra s'exercer au piano à l'étage. « Monica, tu es là ?» ai-je appelé, posant ma mallette près de la porte d'entrée. Pas de réponse. J'ai traversé le salon en direction de la cuisine, desserrant ma cravate. C'est alors que je l'ai entendu. Des rires provenant de l'étage, mais ce n'était pas le genre de rire que j'avais l'habitude d'entendre de la part de ma femme. C'était différent, intime, la façon dont elle riait avec moi quand nous sortions ensemble. Mon estomac s'est noué tandis que je montais les escaliers, chaque marche semblant plus lourde que la précédente. Le son venait de notre chambre, et la porte était légèrement entr'ouverte. Je me suis approché lentement, ne voulant pas croire ce que mon instinct me disait. À travers l'entrebâillement de la porte, j'ai pu voir Monica assise sur notre lit dans une robe de chambre en soie que je lui avais achetée pour Noël l'année dernière. Elle tenait son téléphone, clairement en appel vidéo avec quelqu'un. Son langage corporel était détendu, flirtant, d'une manière que je ne l'avais pas vu m'adresser depuis des années. « J'ai hâte de te voir ce week-end », disait Monica à la personne à l'écran. « Ça fait trop longtemps depuis notre dernier voyage. » Mon sang s'est glacé. « Un voyage ? Quel voyage ? » « Je sais, bébé », a répondu la voix d'un homme à travers le haut-parleur du téléphone. « Je n'arrête pas de penser à toi depuis Chicago. » Chicago ? La conférence d'affaires à laquelle elle avait assisté le mois dernier. Celle où elle prétendait nouer des contacts avec des fournisseurs potentiels pour son cabinet de design d'intérieur. Je suis resté figé dans le couloir, regardant ma femme de 21 ans flirter avec un autre homme dans le lit que nous partagions. Elle ne m'avait pas encore remarqué, trop absorbé par sa conversation pour sentir ma présence. « Monica » ai-je dit doucement, poussant la porte plus grand. Elle s'est retournée si vite qu'elle a failli laisser tomber le téléphone, son visage devenant blême en me voyant debout là. La culpabilité dans ses yeux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Neil, ce n'est pas ce que tu crois », balbutia-t-elle, mettant rapidement fin à l'appel. Mais j'en avais déjà assez entendu. L'intimité décontractée, la mention de voyage dont j'ignorais tout. La façon dont elle rayonnait ces derniers temps. Les pièces d'un puzzle que j'avais inconsciemment ignoré se sont soudainement mises en place. Je n'ai pas crié ni jeté d'objets comme on le voit dans les films. Au lieu de ça, je l'ai juste regardé fixement, ayant l'impression de voir une inconnue portant le visage de ma femme. « C'était qui ?» ai-je demandé, ma voix étonnamment calme. Monica serra son téléphone contre sa poitrine, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun mot ne sorte. Ce silence me dit tout. Je suis sorti de cette chambre sans un mot de plus. Il n'y avait rien que Monica puisse dire pour donner un sens à ce que je venais de voir, et je n'allais pas lui donner la chance de tisser d'autres mensonges. Je suis allé directement dans mon bureau à la maison et me suis versé 3 doigts de bourbon. Mes mains tremblaient en portant le verre à mes lèvres. 21 ans de mariage, et je venais de prendre ma femme la main dans le sac avec un autre homme. Le pire n'était même pas la trahison elle-même. C'était de réaliser depuis combien de temps je vivais dans l'illusion. Vers minuit, Monica a frappé doucement à la porte du bureau. « Neil,
Il faut qu'on parle, dit-elle à travers le bois. Non, pas du tout, ai-je répondu, sans lever les yeux des rapports financiers que je faisais semblant d'examiner. Elle a ouvert la porte quand même et est entrée, maintenant vêtue d'un jean et d'un pull. Ses yeux étaient rouges, mais je ne pouvais pas dire si c'était à cause des larmes ou juste de l'épuisement. Ce que tu as vu ce soir. C'est compliqué, commença Monica. J'ai finalement levé les yeux vers elle. Compliqué? Tu étais à moitié nu en train de parler à un autre homme de voyage que tu as fait à mon insu. Ça me semble plutôt simple. Monica s'est assise sur la chaise en face de mon bureau sans y être invitée. Tu ne comprends pas la situation dans laquelle nous étions, Neil. Nous n'étions plus heureux depuis des années. Nous. J'ai posé mon verre plus fort que nécessaire. Ne m'entraîne pas dans ta justification pour ton infidélité. À quand remonte notre dernière sortie ensemble, rétorqua Monica. À quand remonte la dernière fois que tu m'as demandé comment s'était passée ma journée? Tu rentres à la maison, tu dînes en silence et tu disparais dans ce bureau jusqu'à l'heure du coucher. Je me suis levé, sentant ma colère monter. Je me suis tué au travail pour subvenir aux besoins de cette famille. Chaque journée de 16 heures, chaque dîner manqué, chaque appel le week-end, c'était pour toi et les enfants. Subvenir aux besoins n'est pas la même chose que d'être présent, dit Monica, sa voix devenant plus vive. J'avais besoin d'un mari, pas seulement d'un chèque. Alors tu en as trouvé un ailleurs. Je fis le tour du bureau pour lui faire face. Depuis combien de temps ça dure? Monica détourna le regard. Ça a commencé par des discussions en ligne. Il y a environ 6 mois. 6 mois. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Et le voyage à Chicago? C'est là que nous nous sommes rencontrés en personne pour la première fois, admit-elle. Bon sang, Monica, dis-je en passant mes mains dans mes cheveux. As-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait? À Samuel et Sierra? Les enfants n'ont pas à savoir quoi que ce soit, dit rapidement Monica. Nous pouvons surmonter ça. Allez en thérapie. J'ai fait une erreur, mais... Une erreur, l'interrompis-je. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait. Ça, c'était un choix. De multiples choix sur 6 mois. Monica se leva, les larmes commençant maintenant à couler. Je sais que je t'ai fait du mal, mais j'étais seul. Je me sentais invisible dans mon propre mariage. Tu étais invisible parce que tu as choisi de l'être, dis-je, ma voix ferme malgré la rage qui montait en moi. Au lieu de me parler des problèmes dans notre mariage, tu es allé chercher de l'attention ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Monica, enlaçant ses bras autour d'elle-même. J'ai regardé cette femme avec qui j'avais partagé ma vie pendant plus de 2 décennies et j'ai réalisé que je ne la connaissais pas du tout. La Monica que j'avais épousée n'aurait jamais fait ça. Mais peut-être que cette Monica n'avait jamais vraiment existé. Tu dors dans la chambre d'amis, ai-je dit. Demain, on verra ce qu'il adviendra. Mais au fond de moi, je savais déjà ce qui allait suivre. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées et une confiance brisée ne peut jamais être reconstruite. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat avant même que Monica ne se réveille. Richard Steinberg s'occupait de mes contrats commerciaux depuis des années, et je lui faisais confiance pour être direct avec moi. Neil, je suis désolé d'apprendre ça, dit Richard au téléphone. Depuis combien de temps ça dure? Au moins 6 mois, à ce que je sais, ai-je répondu, assis dans mon bureau, la porte verrouillée. Mais je commence à penser que ça pourrait être plus long. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'y ai pensé toute la nuit. Il y avait des signes que j'ai ignorés. Des nuits tardives à travailler sur des projets de design, des week-ends pour rendre visite à des clients qui semblaient excessifs. Elle est distante depuis plus d'1 an maintenant. Veux-tu d'abord essayer la thérapie, demanda Richard. Non, dis-je sans hésitation. Je l'ai prise la main dans le sac, Richard. On ne peut pas revenir en arrière. Après avoir raccroché avec Richard, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire des mois plus tôt. J'ai commencé à prêter attention aux détails. Les relevés de carte de crédit de Monica, ses factures de téléphone, son agenda. Ce que j'ai trouvé a fait bouillir mon sang. Des frais d'hôtel à Chicago dont je ne savais rien. Des dîners coûteux pour 2 alors qu'elle prétendait manger seule. Des appels téléphoniques au même numéro durant des heures, toujours quand j'étais au travail. Mais le coup de grâce, ce fut lorsque j'ai trouvé des reçus pour de la lingerie que je ne l'avais jamais vue porter.
Victoria's Secret. Frédéric S. of Hollywood. Des centaines de dollars d'articles qui n'étaient pas pour mon plaisir. Quand Monica est descendue vers 10 heures, elle m'a trouvé assis à la table de la cuisine avec une pile de relevés étalés devant moi. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle en se servant un café. « Tes habitudes de dépenses ?» dis-je sans lever les yeux. Une lecture intéressante. Le visage de Monica est devenu blême en voyant les reçus d'hôtel. « Neil, je peux expliquer. » « Vraiment ?» Je me suis levé, tenant l'un des reçus. Le Marriott à Chicago, le 15 septembre. Tu m'as dit que tu séjournais à l'hôtel de la conférence. C'était le cas, dit Monica faiblement. La conférence était au Hyatt, ai-je répondu. J'ai vérifié. Monica s'est assise lourdement sur la chaise en face de moi. Pour la première fois depuis le début de ce gâchis, elle semblait vaincue. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Et ne me mens plus. J'en ai fini avec les mensonges. 2 ans, murmura-t-elle. 2 ans. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Bon sang, Monica. 2 ans. Ça a commencé en ligne, dit-elle, les larmes coulant maintenant. Juste des discussions au début, puis des appels vidéo. La première fois que vous vous êtes vus en personne, c'était l'année dernière, pendant le soi-disant mariage de ta sœur à Détroit, ai-je demandé. Monica a hoché la tête, incapable de croiser mon regard. J'ai senti quelque chose en moi s'éteindre complètement. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une double vie. Pendant 2 ans, elle m'avait menti en face chaque jour. Je veux que tu partes, dis-je doucement. Neil, s'il te plaît. Fais tes valises et va chez tes parents. Je vais demander à Richard de rédiger les papiers de séparation. Monica leva les yeux vers moi, le regard désespéré. Et Samuel et Sierra? Quoi, à leur sujet, ai-je demandé. Tu aurais dû penser à eux avant de décider de détruire leur famille. Samuel fut le premier à comprendre. À 17 ans, il était assez vif pour remarquer la tension dans la maison et assez intelligent pour assembler les pièces du puzzle quand il a surpris une partie d'une conversation téléphonique entre Monica et sa mère. Il m'a coincé dans le garage un samedi matin alors que je travaillais sur mon camion, quelque chose que je faisais quand j'avais besoin de réfléchir avec mes mains. Papa, dit Samuel en s'appuyant contre mon établi. Est-ce que maman a une liaison? J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai regardé mon fils. Il avait mes yeux, mais le menton têtu de Monica. Et en ce moment, il avait l'air plus vieux que ses 17 ans. Qu'est-ce qui te fait demander ça, dis-je prudemment. Allez, papa, répondit Samuel. Elle est chez mamie depuis 3 jours. Tu as l'air de quelqu'un qui a perdu un proche. Et je l'ai entendu au téléphone hier s'excuser auprès d'un certain Damen. Damen. Le nom m'a frappé comme un coup de poing. Alors c'était son nom. J'ai posé ma clé et j'ai fait face à mon fils. Samuel méritait la vérité, ou du moins autant que je pouvais lui en donner sans détruire sa relation avec sa mère. Oui, dis-je simplement. Elle en a une. Samuel a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Depuis combien de temps? 2 ans. Merde, dit Samuel, puis il me regarda en s'excusant. Désolé. C'est bon, fiston. J'ai pensé à des choses bien pires que ça. Nous sommes restés en silence un moment, tous les deux en train de digérer ce que cela signifiait pour notre famille. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda Samuel. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Ta mère et moi allons nous séparer. Probablement divorcer. Mais ça ne change rien entre vous, les enfants, et nous. Sierra ne sait pas encore, n'est-ce pas? Demanda Samuel. Non, et je préférerais le lui dire avec ta mère quand le moment sera venu. Samuel a pris un de mes outils, le tournant dans ses mains. Je ne suis pas surpris, tu sais, à propos de maman. Cela m'a pris par surprise. Que veux-tu dire? Elle est différente depuis 1 an environ, expliqua Samuel. Heureuse d'une manière qui ne nous incluait pas, si ça a un sens. Comme si elle avait un secret qui la faisait sourire. L'observation de mon fils m'a piqué au vif car elle était si juste. Monica rayonnait ces derniers temps, et j'avais été assez idiot pour penser que c'était parce qu'elle était satisfaite de notre vie. Tu vas bien, ai-je demandé à Samuel. Il a haussé les épaules. J'ai 17 ans, papa. Je vais à l'université l'année prochaine de toute façon. Mais Sierra va être très affectée par ça.
On l'aidera à surmonter ça, ai-je dit. Ouais, acquiesça Samuel. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Pour ce que ça vaut, papa, je ne te blâme pas. J'ai vu à quel point tu travailles dur pour nous. Venant de mon fils, ces mots signifiaient plus que toutes les excuses que Monica pourrait offrir. Monica est retournée vivre chez ses parents, mais cela ne l'a pas empêchée d'essayer de manipuler la situation. Elle appelait constamment, envoyait de longs textos expliquant à quel point elle était désolée, et s'est même présentée à mon bureau 2 fois pour essayer de me convaincre de lui donner une autre chance. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais engagé un détective privé. Tony Marcelli m'avait été recommandé par Richard, mon avocat. Ancien détective de police, spécialisé dans les cas d'adultère. En une semaine, il avait découvert plus que ce à quoi je m'attendais. Ta femme a été bien occupée, dit Tony, assis en face de mon bureau avec un épais dossier entre les mains. Ce personnage, Damen, son nom complet est Damen Cross. Il a 38 ans, divorcé, travaille dans la vente d'équipements médicaux. Comment se sont-ils rencontrés? Ai-je demandé. Un site de rencontre en ligne, répondit Tony. Elle a créé un profil il y a 2 ans et demi en utilisant son nom de jeune fille. 2 ans et demi. Encore plus longtemps que je ne le pensais. Il y a plus, continua Tony, ouvrant le dossier. Les relevés bancaires montrent qu'elle a ouvert un compte courant séparé il y a 18 mois. Elle y a transféré de l'argent de votre compte joint. De petites sommes, mais régulières. Environ $2000 par mois. $2000. J'ai senti ma tension artérielle monter. Pourquoi l'a-t-elle utilisé? Hôtel, restaurant, vêtements, cadeaux pour lui, dit Tony. Et il y a autre chose que tu dois voir. Il me tendit une photo qui me retourna l'estomac. Monica et Damen Cross dans un restaurant, l'air complice et intime. Mais ce n'est pas ça qui m'a choqué. C'était l'horodatage. La photo avait été prise 3 semaines auparavant, après que je l'ai déjà surprise et mise à la porte. Elle le voit toujours, ai-je demandé. Elle n'a jamais arrêté, confirma Tony. Ils se sont vus 2 fois cette semaine seulement. J'ai regardé la photo, sentant la moindre sympathie que j'avais pour Monica s'évaporer complètement. Elle m'avait supplié de lui pardonner tout en continuant à voir son amant dans mon dos. Il y a une dernière chose, dit Tony. Cross a été marié 2 fois auparavant. Les 2 mariages se sont terminés à cause de ces liaisons. Ta femme n'en est pas à son coup d'essai avec lui. Ce soir-là, j'ai réuni Samuel et Sierra pour la conversation que je redoutais. Votre mère et moi allons divorcer, dis-je doucement. Sierra, ma fille de 14 ans, s'est mise à pleurer immédiatement. C'est à cause de nous? Non, ma chérie, dis-je en la serrant contre moi. Ça n'a rien à voir avec toi ou Samuel. Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Samuel, qui connaissait déjà la vérité, passa son bras autour de sa sœur. Maman a pris de mauvaises décisions, Sierra. Ce n'est pas papa qui a tout gâché. Vous ne pouvez pas arranger les choses, demanda Sierra à travers ses larmes. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, dis-je, le cœur brisé pour elle. Mais ce qui ne changera pas, c'est à quel point votre mère et moi vous aimons tous les deux. Le lendemain, Monica s'est présentée à la maison pendant que j'étais au travail et que les enfants étaient à l'école. En rentrant, je l'ai trouvée dans mon bureau. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je exigé. Monica se retourna, tenant certains de mes dossiers professionnels. J'ai le droit de connaître nos finances. Nos finances? J'ai pris les dossiers de ses mains. Tu veux dire les finances que tu pilles depuis 2 ans? Son visage devint blême. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti les relevés bancaires que Tony m'avait donnés. $2000 par mois, Monica. Pendant 2 ans. Ça fait $48 000 que tu as pris à notre famille pour financer ta liaison. Le sang-froid de Monica a finalement cédé. J'avais besoin de cet argent. Tu ne comprends pas ce que c'était de vivre avec toi. Vivre avec moi, ai-je demandé, incrédule. Ce n'est pas moi qui ai triché, menti et volé. Tu es froid, Neil, dit Monica, sa voix s'élevant. Tu rentres, tu manges, tu travailles, tu dors. À quand remonte la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? À quand remonte la dernière fois que tu m'as donné une raison de le faire? Ai-je rétorqué. Le pire dans la trahison de Monica n'était pas seulement la dévastation personnelle, c'était les implications professionnelles.
Elle s'occupait de la comptabilité de Whitman Industrial Supply depuis 5 ans. Et maintenant, je devais tout remettre en question. J'ai passé le week-end à examiner chaque dossier financier, chaque facture, chaque transaction qu'elle avait touchée. Ce que j'ai trouvé m'a rendu malade. Elle avait détourné de l'argent de l'entreprise aussi. De petites sommes au début, $500 par-ci, 1000 par-là, enregistrées comme des dépenses professionnelles ou des paiements de fournisseurs qui n'avaient jamais eu lieu. En 3 ans, elle avait volé près de $75 000 à l'entreprise. Lundi matin, j'ai immédiatement appelé Richard. Ça change tout, dit Richard après que je lui ai expliqué ce que j'avais découvert. Le détournement de fonds d'entreprise est un crime. Elle pourrait encourir une peine de prison sérieuse. Je ne veux pas la détruire, ai-je dit. Mais je ne peux pas laisser passer ça non plus. Tu dois te protéger, toi et ton entreprise, conseilla Richard. Dépose une plainte à la police, documente tout. Si tu n'agis pas, tu pourrais être considéré comme complice. Cet après-midi-là, j'ai dû avoir la conversation la plus difficile de ma vie avec mon beau-père, Vernon Puy. Vernon avait 71 ans, un métallurgiste à la retraite qui m'avait toujours traité comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Il m'avait aidé à obtenir mon premier gros contrat 20 ans plus tôt, et je le respectais plus que presque n'importe quel homme que je connaissais. Vernon, je dois te dire quelque chose à propos de Monica, dis-je quand il a répondu à sa porte. Nous nous sommes assis dans son salon et j'ai tout déballé. La liaison, l'argent volé, les mensonges. Vernon a écouté sans interrompre, son visage buriné se durcissant à chaque révélation. Combien a-t-elle pris, demanda-t-il finalement. De l'entreprise? $75 000. De nos comptes personnels? 48 000 de plus. Vernon resta silencieux un long moment. Puis il fit quelque chose que je n'attendais pas. Il sortit de son portefeuille un chéquier. Qu'est-ce que tu fais, ai-je demandé. Je te fais un chèque de $125 000, dit Vernon, la voix ferme. Vernon, non. Je ne peux pas te laisser. Tu peux et tu le feras, m'interrompit-il. Ma fille t'a volé. Il est donc de ma responsabilité de réparer les choses. Elle n'est pas ta responsabilité, ai-je dit. Vernon leva les yeux vers moi, un regard d'acier. Je l'ai élevée pour qu'elle soit meilleure que ça. J'ai échoué quelque part en chemin, et maintenant tu en paies le prix. Tu n'as pas échoué, l'ai-je assuré. Monica a fait ses propres choix. Peut-être, dit Vernon, continuant à écrire le chèque. Mais je ne la laisserai pas détruire l'entreprise que tu as bâtie. Tu as été plus un fils pour moi qu'elle n'a été une fille. Il me tendit le chèque, et je vis que ses mains tremblaient légèrement. Il y a une autre chose que tu devrais savoir, dit Vernon. La mère de Monica et moi la déshéritons. Ce qu'elle a fait à toi et à ses enfants est impardonnable. La loyauté de mon beau-père signifiait plus pour moi qu'il ne le saurait jamais. Cela m'a aussi montré quelque chose d'important. Même le propre père de Monica reconnaissait que ce qu'elle avait fait était au-delà de la rédemption. 2 semaines après avoir demandé le divorce, j'ai découvert que Monica et Damon Cross avaient intensifié leur relation d'une manière qui menaçait tout ce que j'avais construit. Tony, mon détective privé, m'a appelé au travail avec une nouvelle urgente. Neil, nous avons un problème, dit Tony. Cross a pris des photos de tes documents financiers. Quelqu'un lui a fourni des informations internes sur ton entreprise. Quel genre d'informations, ai-je demandé, sentant un frisson me parcourir l'échine. Liste de clients, contrat de fournisseurs, marge bénéficiaire. Le genre de choses qui pourraient détruire ton avantage concurrentiel si elle tombait entre de mauvaises mains. Je me suis assis lourdement dans mon fauteuil de bureau. Monica. C'est mon hypothèse, confirma Tony. Elle avait accès à tout avant que tu la mettes à la porte. La question est, que compte faire Cross avec ça? J'ai découvert la réponse le lendemain lorsque 3 de mes plus gros clients ont appelé pour annuler leur contrat. Chacun a donné la même excuse vague sur l'exploration d'autres options et la réévaluation de leurs besoins en chaîne d'approvisionnement. Mais lorsque j'ai insisté auprès de Jim Patterson de Midwest Manufacturing, un gars avec qui je faisais des affaires depuis 15 ans, il m'a finalement dit la vérité. Neil, quelqu'un a appelé notre service des achats, dit Jim à contre-cœur. Ils offrent le même équipement que tu fournis, mais à 20% en dessous de tes prix. Ils connaissaient des détails sur nos contrats actuels que seul toi devrais connaître. Qui appelait, ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà la réponse.
Un type nommé Cross a dit qu'il travaillait pour une nouvelle société de distribution appelée Superior Industrial Supply. Mon sang a bouilli. Damon Cross ne couchait pas seulement avec ma femme. Il utilisait les informations qu'elle lui avait données pour détruire mon entreprise. J'ai immédiatement appelé Richard. C'est de l'espionnage industriel, dit Richard après que je lui ai expliqué la situation. C'est un crime fédéral. Non seulement nous pouvons l'arrêter, mais nous pouvons le poursuivre en justice pour dommages et intérêts. Fais-le, dis-je sans hésitation. Quoi qu'il en coûte. Ce soir-là, j'ai eu une autre conversation difficile avec Samuel et Sierra. Les enfants, je veux que vous sachiez que l'ami de votre mère essaie de nuire à notre entreprise familiale, dis-je prudemment. La mâchoire de Samuel se serra. Que veux-tu dire? Il utilise des informations que seule une personne de notre famille connaîtrait pour voler nos clients. Maman lui a dit, demanda Sierra, sa voix fluette. On dirait bien, ai-je admis. Samuel se leva, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre. Donc, non seulement elle te trompe, mais elle essaie de détruire tout ce que nous avons. Votre mère a fait de très mauvais choix, ai-je dit. Mais nous allons nous battre. Que pouvons-nous faire? Demanda Samuel. Nous allons leur montrer que la famille Whitman ne recule pas devant un combat. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. Au lieu de simplement jouer la défense, je suis passé à l'offensive. J'ai appelé chaque client que Cross avait contacté et je leur ai fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser, un contrat de 5 ans à 15% en dessous de mes tarifs actuels avec la garantie que j'égalerais le prix de n'importe quel concurrent pendant la durée du contrat. Cela m'a coûté des bénéfices à court terme, mais a sécurisé ma clientèle et a coupé l'herbe sous le pied de Cross. Puis j'ai appelé une conférence de presse. Mesdames et messieurs, ai-je dit aux journalistes spécialisés qui s'étaient rassemblés dans mon bureau, je veux mettre en garde la communauté des fournisseurs industriels contre une nouvelle société appelée Superior Industrial Supply, dirigée par Damon Cross. Cet individu a utilisé des informations exclusives volées pour casser les prix des entreprises légitimes. L'histoire a été publiée dans 3 publications professionnelles cette semaine-là. En quelques jours, la réputation de Cross dans l'industrie était détruite. Mais Monica n'avait pas encore fini de se battre salement. Le coup suivant de Monica fut si bas, si calculateur, qu'il m'a fait réaliser que je n'avais jamais vraiment connu la femme que j'avais épousée. Elle m'a accusé de violence conjugale. J'étais au bureau quand Richard a appelé avec la nouvelle. Neil, Monica a demandé une ordonnance d'éloignement, dit Richard, la voix sombre. Elle prétend que tu l'as menacée et qu'elle craint pour sa sécurité. C'est insensé, ai-je dit. Je ne lui ai même pas parlé depuis 2 semaines. Je sais, mais le juge doit prendre ces allégations au sérieux. Une audience est prévue pour demain. Cette nuit-là, j'ai dû expliquer à Samuel et Sierra pourquoi des policiers étaient à notre porte pour me signifier des papiers. Papa, tu n'as jamais fait de mal à maman, dit Sierra, les larmes aux yeux. Je sais, ma chérie, dis-je en la serrant contre moi. Mais parfois, les gens mentent quand ils sont désespérés. Samuel était furieux. Elle essaie de te faire passer pour le méchant pour obtenir plus d'argent dans le divorce. Peut-être, ai-je convenu, mais nous allons gérer ça de la bonne manière, avec la vérité et des preuves. L'audience du lendemain fut un cauchemar. Monica a témoigné et a prétendu que j'avais été émotionnellement abusif pendant des années, que j'avais menacé de la détruire financièrement et qu'elle avait peur que je devienne violent. C'était une bonne actrice, je devais le lui accorder, des larmes au bon moment, une voix tremblante lorsqu'elle décrivait sa peur de moi. Mais Richard était prêt pour elle. Madame Whitman, dit Richard lors du contre-interrogatoire, n'est-il pas vrai que vous avez une liaison avec Monsieur Damon Cross depuis plus de 2 ans? Ça n'a rien à voir avec. S'il vous plaît, répondez à la question. Avez-vous une liaison? Oui, mais... Et n'est-il pas vrai que Monsieur Cross a utilisé des informations confidentielles sur l'entreprise de votre mari pour voler ses clients? L'avocat de Monica a objecté, mais le mal était fait. Le juge pouvait voir de quoi il s'agissait vraiment. Et Madame Whitman, continua Richard, quand exactement ces menaces présumées ont-elles eu lieu? Parce que mon client séjourne chez son frère depuis 1 semaine pour éviter tout contact avec vous. L'histoire de Monica a commencé à s'effondrer sous l'examen. Elle ne pouvait pas fournir de date spécifique ou de témoins de mes supposées menaces. Son propre témoignage a révélé que nos interactions avaient été minimes et menées par l'intermédiaire des avocats. Le juge a rejeté sa demande d'ordonnance d'éloignement. Madame Whitman, dit le juge sévèrement,
porter de fausses accusations de violence conjugale est une affaire sérieuse. Ces allégations semblent être motivées par la procédure de divorce plutôt que par de réelles préoccupations de sécurité. En sortant de ce tribunal, j'ai eu l'impression d'avoir remporté une grande bataille. Mais j'ai aussi réalisé que Monica était prête à détruire ma réputation, ma relation avec mes enfants et ma position dans la communauté pour obtenir ce qu'elle voulait. La femme que j'avais épousée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui ne reculerait devant rien pour gagner. Mais elle avait sous-estimé le mauvais homme. J'avais bâti mon entreprise à partir de rien, survécu à des récessions et à des attaques concurrentielles. Et je n'allais pas la laisser détruire tout ce pour quoi j'avais travaillé. Désormais, tous les coups étaient permis. Il était temps de montrer à Monica à quoi ressemblait la vraie manière forte. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai pris la décision qui mettrait fin au jeu de Monica pour toujours. Elle se battait bec et ongles contre le règlement financier, prétendant qu'elle méritait plus d'argent malgré son vol et sa trahison. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais soigneusement planifié mon prochain coup. Pendant notre mariage, nous avions accumulé des actifs dans divers comptes et investissements. Le tribunal avait ordonné un partage 50-50e, mais il y avait des moyens de protéger ce qui m'appartenait de droit sans enfreindre aucune loi. J'ai liquidé mes actifs commerciaux et tout restructuré sous une nouvelle société avec Samuel comme partenaire à 51%. À 17 ans, il était assez grand pour comprendre ce que nous faisions et pourquoi. « Papa, est-ce que c'est légal ?» demanda Samuel alors que nous étions assis dans le bureau de l'avocat. « Complètement légal », confirma Richard. « Votre père vous donne une participation majoritaire dans une nouvelle entreprise. Monica n'a aucune revendication sur des actifs qui n'existaient pas pendant le mariage. En un mois, j'ai transféré tout mon équipement, mes contrats et mes relations clients à Whitman et Fils, fourniture industrielle. Monica obtiendrait la moitié de ce que valait l'ancienne société sur le papier, mais cette société ne détenait plus d'actifs réels. Elle a engagé 3 avocats différents pour contester la restructuration, mais chacun lui a dit la même chose, ce que j'avais fait était parfaitement légal. Le coup de grâce est venu lorsque son propre père, Vernon, a fait une annonce lors d'une réunion de famille, comme Sierra me l'a raconté plus tard. Papy a dit à tout le monde que maman avait fait honte à toute la famille, a dit Sierra lors d'un de nos dîners ensemble. Il a dit qu'elle avait choisi un criminel plutôt que ses propres enfants. Vernon avait tenu parole en déshéritant Monica. Quand il est décédé 8 mois plus tard, Monica a découvert que son héritage, près d'un $250 000, serait partagé entre Samuel, Sierra et un fonds de bourse d'études que Vernon avait créé. Même dans la mort, Vernon protégeait ses petits-enfants des mauvais choix de leur mère. La restructuration de l'entreprise m'a également permis de faire quelque chose que j'avais toujours voulu, faire de Samuel un véritable partenaire. À 18 ans, il montrait déjà un bon sens des affaires et une éthique de travail qui me rappelait moi-même à son âge. « Fiston, tu l'as mérité », lui ai-je dit le jour où nous avons signé les derniers papiers de partenariat. Tu as été à mes côtés quand ça comptait le plus. Le temps que Monica réalise ce que j'avais fait, il était trop tard. Elle avait perdu non seulement son mariage et le respect de ses enfants, mais aussi sa sécurité financière et l'héritage de sa famille. La femme qui pensait pouvoir tout avoir s'est retrouvée avec presque rien. 1 an après la finalisation de notre divorce, j'ai reçu un email qui a changé tout ce que je pensais savoir sur mon mariage avec Monica. J'étais dans mon bureau tard un jeudi soir lorsque le message est apparu dans ma boîte de réception. L'objet m'a glacé le sang, la vérité que tu aurais dû connaître il y a des années. L'email venait de Monica, mais ce qu'elle avouait était bien pire que tout ce que j'avais découvert pendant notre procédure de divorce. Neil, commençait le message. Je sais que tu me détestes et tu as toutes les raisons de le faire, mais il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps et je ne peux plus porter ce secret. La liaison avec Damen n'était pas ma première. Je te trompe depuis 15 ans. 15 ans. Ma main tremblait en continuant à lire. Ça a commencé quand Sierra n'était qu'un bébé. Tu travaillais tellement pour bâtir l'entreprise et je me sentais invisible. J'ai rencontré quelqu'un en ligne et c'est devenu une relation physique qui a duré 2 ans. Après la fin de celle-ci, il y en a eu d'autres. Des liaisons courtes, des aventures d'un week-end, des hommes que j'ai rencontrés au travail. La pièce semblait tourner autour de moi alors que je digérais ce qu'elle me disait. 15 ans de trahison, 15 ans à vivre un mensonge. Je sais que ça ne change rien maintenant, continuait Monica. Mais je voulais que tu comprennes que nos problèmes ne concernaient pas seulement ces dernières années. J'ai cessé d'être fidèle à notre mariage presque depuis le début, et je suis désolé.
Elle a ensuite détaillé des liaisons spécifiques, des mensonges spécifiques qu'elle avait racontés, des moments spécifiques où j'avais soupçonné quelque chose mais m'étais convaincu que j'étais paranoïaque. Chaque voyage d'affaires, chaque soirée entre filles, chaque week-end où elle prétendait avoir besoin d'espace. La plupart avaient été des couvertures pour ces liaisons. La révélation la plus dévastatrice est venue à la fin de l'email. Je veux que tu saches que Samuel et Sierra sont bien tes enfants. J'ai fait faire des tests ADN il y a des années parce que je n'étais pas sûr, mais ils sont bien les tiens. Je pensais que tu devais au moins le savoir. Elle avait fait faire des tests ADN parce qu'elle n'était pas sûre que mes enfants soient réellement les miens. La trahison était si complète, si totale, qu'elle m'a coupé le souffle. Mais alors que j'étais assis dans mon bureau cette nuit-là, relisant sa confession, j'ai réalisé quelque chose d'important. Cet email n'était pas seulement Monica qui disait enfin la vérité. C'était sa dernière tentative de me faire du mal. Elle voulait que je sache que tout notre mariage avait été une imposture. Elle voulait que je doute de chaque souvenir, de chaque moment de bonheur que nous avions partagé. Elle voulait que je me sente comme le plus grand idiot qui ait jamais existé. Au lieu de cela, je me suis senti libre. Toute la culpabilité que j'avais portée à propos de mon mariage raté, tous les doutes sur ce que j'aurais pu faire différemment, toutes les interrogations sur le fait d'avoir été trop dur dans mon jugement à son égard, tout a disparu. Monica n'avait jamais été la femme que je pensais avoir épousée. La vraie Monica avait été une menteuse et une tricheuse depuis presque le tout début. La femme dont j'étais tombé amoureux n'avait jamais vraiment existé. J'ai supprimé l'email sans répondre et je suis rentré chez moi, auprès de mes enfants. « Papa, tu as l'air différent ce soir », a dit Sierra quand j'ai franchi la porte. « Différent comment ?» ai-je demandé. « Plus léger », dit-elle, comme si tu ne portais plus quelque chose de lourd. Elle avait raison. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Monica, je me sentais complètement en paix avec ma décision de mettre fin à notre mariage. Je m'étais battu pour mes enfants, j'avais protégé mon entreprise et j'avais refusé de la laisser détruire tout ce que j'avais construit. Certains hommes auraient pu être anéantis en apprenant toute l'étendue de la trahison de leur ex-femme, mais je l'ai vu comme la preuve finale que j'avais fait le bon choix. Monica pensait qu'elle portait un coup fatal avec cet email. Au lieu de cela, elle m'avait offert le cadeau de la certitude absolue. J'étais mieux sans elle. Mes enfants étaient mieux sans elle. Et notre avenir était plus radieux parce qu'elle n'en faisait plus partie.